94. Encore l'hiver, février, de la neige. J'ai entendu le changement dans tous les bruits qu'il y avait de la nuit. Je me suis réveillé après un rêve qui m'a semblé extrêmement long et qui peut-être n'a été que de très très courte durée. J'avançais sur une hauteur, tout était dégagé. Peut-être que c'était l'à-coup. J'avais monté. C'était pas pour autant une montagne avec des arbres, mais une montagne un peu pelée. Peut-être pas l'à-coup, mais le Maroc. Il faisait froid. Et je suis arrivé en haut. J'ai marché, là c'était plat, il y avait de très très rares touffes d'herbe jaune. Ça devait être à la sortie d'un hiver. Si c'était l'à-coup, la neige était venue là. Il y avait tout brûlé. Si c'était le Maroc, le vent était venu là. Et avait tout empêché de se lever. Il y avait un bout à ce plateau que j'arpentais comme ça. Mais il était très long, très loin. Et la marche fut donc longue. Et je décidai d'accélérer le pas. Et puis, non seulement d'accélérer, mais de commencer à courir. Je faisais un peu comme certaines personnes courant font quand ce sont des sportifs, en lâchant un jet d'air. Ça m'encourageait peut-être, ça me permettait de mieux comprimer ma poitrine, de conserver la réserve d'air à l'intérieur. En tout cas, ça allait. Et je voyais cette extrémité s'approcher, lentement, mais j'avais bien avancé. Il me semblait que, après un trait, après peut-être une chute, comme un immense ravin, comme une très haute falaise, dans le vide, il y avait peut-être du liquide. Peut-être que c'était près de la mer. J'allais être près de la mer dans peu de temps. J'accélérais encore plus. Je serrais les poings. Je levais les jambes. Je les levais de façon telle que je ne touchais plus le sol à chaque enjambée, mais j'avais plusieurs mouvements de jambes dans l'air, dans le vide, comme pour m'appuyer sur l'air. J'avançais par bonds sans doute de 5 mètres, 6 mètres. Je donnais des grands coups de talon et en même temps de reins pour me soulever, me lancer. Je me sentais très, très souple, très professionnel même. Je serrais les bras. Je fermais très fort mes poings. Je rejetais souvent ma tête en arrière. Je la rejetais surtout quand je prenais de l'élan. Et je suis arrivé à ce que j'avais pensé être vraiment une falaise. C'était une falaise. Elle tombait à pic, à l'aplomb. C'était la mer. C'était la mer, c'était l'océan. C'était immense. Je restais un peu interdit devant l'immensité. Je me retournais, et au loin, très très loin, de tout ce plateau que j'avais parcouru en sautant, en me déhanchant complètement, il semblait voir une toute petite silhouette. C'était pas un animal, c'était un être humain. Moi j'étais là, au bord, tellement au bord que je pouvais, si je regardais trop,
à ma droite et à ma gauche, car je tournais le dos à l'océan. Je ne tenais que par la pointe des pieds. Le bout de mes pieds était appuyé, accroché à quelques centimètres de la terre ou de la terre et de la roche qui était en dessous d'elle. Je pouvais à tout instant glisser si je faisais un mouvement. Si je me laissais un peu partir en arrière, j'allais glisser dans le vide. Et je regardais cette silhouette qui maintenant s'approchait et qui maintenant semblait comme moi, arriver à mi-parcours, commençait à se soulever plus souvent du sol, à donner des coups de bras à droite, à gauche, faisant ce que j'avais fait, mais sans que je puisse encore distinguer qui s'approchait, qui courait vers moi, peut-être. En fait, c'est vrai, c'était tout à fait vers moi que venait cette personne qui courait. Je ne la voyais pas grandir, alors je fermais un peu les yeux pendant quelques minutes et je les rouvrais et je m'apercevais qu'elle avait un peu changé, que maintenant je voyais mieux. C'était quelqu'un qui était petit de taille, sans doute. Je regardais comment c'était habillé. C'était un pantalon. C'était donc un homme, peut-être un jeune garçon du village. Peut-être un petit mouchou qui courait vers moi. C'était peut-être pas la coup. Je fermais encore les yeux. Je comptais jusqu'à 100. Je les rouvrais. Et en les rouvrant, à 20 mètres de moi, la silhouette était là, mais ce n'était plus une silhouette, c'était lisible. C'était non seulement lisible, mais c'était Cécile. Elle s'était arrêtée. Je voyais à présent qu'elle ne portait pas de pantalon, mais qu'elle portait une jupe serrée autour de ses jambes. Elle était décoiffée. Elle haletait. Pourquoi était-elle venue? Pourquoi moi j'étais venu ici? Sans doute ça nous arrivait. J'allais me promener. Une lettre était venue par le courrier. Un coup de téléphone avait été reçu. Et elle partait à ma recherche. C'était, disait-elle, urgent. En fait, c'était rarement urgent. C'était pas urgent au point de me courir après. C'était prétexte pour me rattraper. Je lui criais « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne pouvait pas parler tellement elle était essoufflée. Elle secouait sa tête, ses mains, elle les lançait un petit peu encore sur le côté, immobile, l'air de dire « Accorde-moi un instant, je dois récupérer. » Elle essayait de sourire, elle avait du mal, c'était plutôt une grimace. Mais elle ne parlait toujours pas, le temps passait. C'était pas quelques secondes qu'elle me demandait d'attendre. Ça faisait beaucoup plus que 1 minute, 10 minutes. Elle était là, ne parvenait pas à s'approcher de moi, continuait à bouger sa tête de droite à gauche, d'avant en arrière. Je ne l'avais jamais vue décoiffée et comme ça. Tout avait changé dans son visage, mais c'était bien elle. C'était les cheveux qui... Et puis peut-être le halètement, la fatigue qui lui creusait les joues. Cette bouche ouverte, devenue un peu carrée, ce qui n'est pas du tout sa bouche, pour prendre le maximum d'air. Et ça ne rentrait pas dans ses poumons. Je voyais qu'elle ouvrait sa bouche, qu'elle mettait la tête un peu en arrière. Je voyais son cou. Elle n'était pas à 20 mètres. Elle n'était même pas à 10 mètres. Elle était presque à portée de ma main maintenant. Le sang battait dans son cou, à droite et à gauche. Je voyais comme un petit animal, peut-être comme un oiseau, quand on prend les oiseaux dans la main, les petits oiseaux qui tombent du nid ou qui sont blessés. J'avais ramassé peu de temps avant un de ces petits oiseaux, ici à la chatte dans la cour. J'avais essayé de le prendre, il avait un petit peu volé, à peine, 1 mètre, il était retombé. Je m'étais mis à avancer tout à fait doucement, au ralenti, vers lui,
qui me regardait. Il était comme tapi, ses petites pattes, on ne les voyait plus, son corps était écrasé, littéralement. Une toute petite boule de laine, moins grosse qu'un œuf. Il me regardait, faisait un coup très gros. Puis quand j'ai été très très proche de lui, j'avais avancé ma main, j'avais ouvert son bec, les yeux dilatés, mais souvent les paupières qui battaient, se fermaient, s'ouvraient, se fermaient, s'ouvraient. Il semblait trembler comme ça. Ma main avançait pendant que je le fixais. Je me disais, je vais un peu l'hypnotiser, je vais un peu lui faire peur, et puis je pourrais le prendre. Je verrai bien ce qu'il a. On a souvent perdu des oiseaux dans le jardin de la chatte, très souvent. Le matin, on se levait, ça sortait pour faire ses petites choses dans la cour, et elle aboyait. Ça voulait dire, il y a un oiseau, il y a une tourterelle, il y a encore un cadavre. Et on sortait, et on voyait le petit tas de plumes. Alors, ou bien, c'était un chat qui était venu, qui l'avait attaqué, mangé à moitié, morte maintenant, plumes blanches, éparses, véritable oreiller, petit coussin crevé. Ou bien, plus tard, un petit moineau, un petit merle. Pareil, sur le côté, une aile arrachée, c'était si petit qu'on pouvait tirer un peu plus facilement. Puis on avait mangé une partie, vers le cou, vers les poumons, puis on avait lâché ça. Alors j'avais bien avancé vers lui, puis tout à coup, j'ai fait tomber ma main. J'ai pu le saisir. Je l'ai saisi, je l'ai pris, je l'ai mis entre mes deux mains. Je laissais passer sa tête et son bec, ses yeux. Il me regardait. Il avait très très peur. Puis j'ai eu les mains toutes mouillées, humides. Je me suis dit, il a fait une petite crotte où il a fait un pipi comme ça. Puis j'ai relevé ma main, puis j'ai regardé en dessous son ventre. Et c'était humide, il y avait une grande tache. C'était rose. Il avait une blessure. J'ai soulevé les plumes. C'était plus qu'une blessure. Une partie avait été mangée, mais il n'était pas encore mort. Il me regardait maintenant. Du moins, je lui prêtais de me regarder éperdument. Mais il me regardait éperdument. Ni lui ni moi, nous ne nous trompions. Qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? J'ai mis mes doigts autour de son cou. Ça a un cou tout petit sous les plumes. Ça a l'air de loin d'avoir beaucoup plus de chair qu'il y a en fait. Le corbeau, c'est pareil. La tourterelle, il n'y a rien. À se demander pourquoi on bouffe ça. Faudrait pas toucher. C'est la fragilité, c'est un tas de poésie qui est là à chaque fois. L'oiseau sait ça. Je sentais ses os dans son cou. Pas de chair, seulement de la peau et le haut de la colonne vertébrale qui vient dans son petit crâne. Regardez, il ouvrait un petit peu son bec, à peine. Avec ce qu'il avait en dessous, il allait mourir. Il avait soif, mais il était encore conscient puisqu'il me regardait. Puisqu'il avait peur, puisqu'il fermait tout à coup ses yeux comme « j'abandonne, il va me tuer ». Ou bien « j'abandonne, c'est la fin ». Le reposer dans le jardin, c'était le faire manger vivant par les fourmis. Elles attaquent tout de suite dès qu'elles sentent le sang. Le tuer, plus difficile à faire. Mais c'est possible à faire. J'ai marché dans la cour avec lui. J'avais plus besoin de mettre ma deuxième main par-dessus lui. Non seulement il n'avait plus envie, mais l'envie l'avait quitté depuis longtemps. Il n'avait plus les moyens de sauter. Il était entré peut-être dans l'agonie, mais les yeux encore un peu ouverts ou déjà mi-clos. Il avait des petits tressautements. Je suis venu sur la terrasse. Cécile était dans son atelier, elle gravait. Peut-être qu'elle ne m'avait pas entendu sortir. C'est Zaza qui a donné en quelque sorte l'alerte. Elle avait vu que j'avais quelque chose dans la main et elle avait compris ce que c'était. Et elle criait, couinait, un peu joyeuse, voulant sortir. Cécile s'est levée et est venue pour lui ouvrir la porte.
La porte est vitrée, elle m'a vu derrière. Elle a vu ce que je tenais. Zaza est sortie, Cécile est sortie. Zaza sautait autour de moi. Cécile s'est approchée, m'a dit, il est malade? Il n'est pas que malade. Il a été blessé. Ce qui l'a blessé, s'est sauvé. C'est peut-être moi, c'est peut-être tout à l'heure Zaza. Il est blessé, il est en train de mourir. Alors on est resté près de l'oiseau. On a attendu. Cécile est allée me chercher un petit carton. Je l'ai mis dans la petite boîte. Sans aucune illusion, on a mis un petit peu de salade, un petit peu de grain. Il allait mourir dans quelques minutes. On l'a entouré de ça. J'ai essayé de le caresser, mais chaque fois qu'on met un doigt sur la tête ou sur le dos d'un oiseau, il se fait plus petit encore. Il veut pas. C'est toujours la menace qui est là. Ça ne vit que dans la terreur. Même dans notre cour et dans notre jardin où il y a certaines protections assurées, présence de Zaza, écart d'un chat. C'est pas Sirène qui prend les oiseaux. Sirène sort pas, puis Sirène n'a jamais chassé. Puis elle n'est plus à un âge à attraper. Puis elle n'a jamais eu l'âge d'attraper les oiseaux. Une fois seulement, elle a pris, on était là. Et on a dit Sirène. Et elle a lâché l'oiseau qu'elle avait. C'était un chardonneret, je crois. Non, plutôt un martinet. Il s'est envolé tout de suite. Elle n'avait même pas sorti ses griffes. Mais il y a 2 ou 3 chats rôdeurs. C'est le matin avant que Zaza sorte. C'est le soir, une fois que la porte est fermée. Sinon, les oiseaux là sont tranquilles. Et l'oiseau est mort. J'ai laissé tomber sur le côté. Il a fermé ses yeux, ouvert un peu son bec. Puis il est mort comme ça. Le bec ouvert. L'ouverture par laquelle l'âme de l'oiseau sort. Je suis sûr de ça. Alors on l'a enterré. On n'a pas fait un grand enterrement, on l'a enterré. On a mis une petite pierre pour que pendant quelque temps, passant dans le jardin, on regarde la pierre. Puis on a retiré la pierre. On a replanté des choses. Des fraises, des courgettes, des petits oiseaux. Le corps du petit oiseau est là. L'âme du petit oiseau est ailleurs. Bien, c'est un peu ça que je voyais dans le cou de Cécile. Le cou du petit oiseau. Son cou qui ne cessait de battre, ses yeux qui étaient démesurément ouverts, et sa voix qui ne pouvait plus sortir. Au lieu de m'approcher de Cécile, je me suis retourné vers l'océan. J'étais à 1 millimètre du bord. Je ne tenais presque plus sur le bord. Et là, j'ai commencé à me déshabiller. J'ai retiré un pull vert. J'ai retiré ma chemise. J'ai retiré mon tricot de corps. J'ai commencé à déboutonner mon pantalon. J'ai plié une jambe. J'ai délacé mes chaussures. Retiré mes chaussettes. Délacé l'autre chaussure, la chaussette. Réussi à retirer le pantalon sans glisser, sans tomber dans le vide. Puis là, j'ai retiré mon slip. Je me suis retourné une dernière fois vers Cécile. Elle avait toujours la bouche très ouverte. Et elle respirait comme ça. Les yeux toujours immenses. Le petit cou d'oiseau tremblait encore. Les 2 mains s'agitaient de chaque côté. Elle était soudée au sol. Soudée. J'ai regardé à nouveau l'océan. J'ai ouvert mes bras, comme quand je plongeais à la piscine. Et j'ai fait le saut de l'ange. J'ai commencé à descendre. J'ai commencé à descendre. J'ai bien serré mes jambes, étiré mes pieds, collé mes pieds, ne faire de mes membres inférieurs qu'un seul et unique morceau de corps serré, effilé, mes bras en avant, autour de ma tête, les 2 mains comme une pointe,
Et en dessous de moi, je voyais l'océan. Et je filais, je filais, je filais. Et j'ai filé pendant un temps immesurable. Plus je plongeais, plus je prenais de la vitesse, moins je m'approchais de l'océan. L'océan, je ne le toucherai jamais. Dans l'eau, je ne viendrai jamais. J'avais quitté la falaise, j'étais dans le vide. Je me suis réveillé, il était très bonne heure. C'est là, à ce moment-là, quelques minutes après, ou une heure après, j'ai remarqué que les voitures qui passaient, ou bien j'étais encore engourdi, ou bien elles roulaient très très doucement, donc en faisant un minimum de bruit. Je me suis levé, je suis allé sur l'arrière de la maison, là où on a notre salle de bain, le cabinet de toilette. Il y a une petite fenêtre là dans le cabinet de toilette. Je me suis un peu penché vers la fenêtre. J'ai regardé, c'était encore nuit, mais le toit de la petite Poustigne, la maison qui est dans le fond de la cour, le toit était blanc. Mais ça se voyait, ce n'était pas du blanc de givre. Et puis derrière la Poustinia, dans la cour de la maison d'à côté, il y a un grand sapin. Le sapin, il était blanc. Ce n'était sûrement pas non plus du givre. Alors je me suis encore un peu penché, avancé, regardé dans notre jardin, dans la nuit du jardin. Mais c'était déjà blanc, on le voyait. C'était de la neige. Il a neigé. J'ai passé ma main. Il neigeait même en ce moment. Quelques flocons arrivaient, touchaient ma main, fondaient tout de suite. À un moment, j'ai rentré ma main précipitamment, puis j'ai mis ma langue sur un flocon de la neige. J'ai refermé la fenêtre, je suis rentré. Revenu à la chambre, allongé près de Cécile, surélevant un petit peu ma tête avec l'oreiller. Encore une voiture qui est passée. Elle roulait sur le tapis. Le jour serait plus long à venir. J'aurais aimé qu'il y ait 1 mètre de neige, que je revienne à 20 ans en arrière, que ça soit comme dans les montagnes. La joie que l'on avait, pas tellement à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver, on avait de la joie quand ça commençait à fondre. Ça avait duré 6 mois. C'est long. Elle s'était bien mise en place, avait bien gelé, mais c'était fait. Le temps était fait. Elle devait partir. Mais au début, le premier mois, le deuxième mois, quand elle tombait généreusement, puissamment, quand elle mettait 50 cm dans la journée, 3 jours d'affilée, 1,50 m, après ça se tassait bien sûr. La joie, le rebord des fenêtres qui petit à petit montait. Ça arrivait à la moitié des fenêtres quand ça tombait dans le vent. Les fenêtres étaient tournées de ce côté, toujours du côté de la neige. Puis la porte, quand on l'ouvrait, on tombait sur un mur de neige. Elle fondait un petit peu parce que la porte était moins froide que le mur. Alors ça faisait un petit espace de 10 cm. Puis là, déjà la petite rigole qui se formait sur la pierre en bas de la porte. J'appelais Cécile, ou Cécile m'appelait. C'était le premier qui avait découvert qui appelait l'autre. Et qui disait, viens voir la hauteur dans la petite côte. On avait une petite côte pour arriver sur la place. Ah, on était là, ça nous arrivait aux hanches. Le chasse-neige n'était pas encore passé. Il passait pas quand ça tombait tellement. Il laissait bien tomber, puis il passait. Il venait de loin. Puis il laissait encore bien tomber, et enfin il passait. Et quand on avait eu 3-4 jours de grosses chutes, on était tranquille pour peut-être 15 jours, peut-être 1 mois.
Mais il n'y avait pas de neige comme ça à La Châtre. La Châtre. Je me disais, je suis à La Châtre avec Cécile. Pourquoi ça ne s'est pas bien passé à La Châtre? Pourquoi Cécile, en arrivant à La Châtre, a-t-elle eu... Comment appeler ça? Cette remontée de souvenirs ou cette impression vraie? Je crois qu'il y avait une impression vraie. Elle marchait dans La Châtre, elle allait faire quelques commissions ou bien seulement allait faire un petit tour dans La Châtre toute seule. Elle préférait prendre par les petites rues que par la grande place et la rue qu'on appelle principale. Les petites rues sont plus supportables que la grande place avec tous ces commerçants puis ces gueules. Mais elle était revenue en me disant, c'est terrible, je sens que je suis une étrangère, je sens qu'ici tout pourrait recommencer. On peut n'avoir aucune confiance en eux. C'est moi qui essayais de tapisser un peu, d'arranger un peu ça. C'est pas spécialement moi qui avais voulu venir à La Châtre, c'est bien sûr moi qui avais donné le mouvement. Mais j'arrivais à me dire, dans le fond, La Châtre, je m'en fous. Que les gens soient ce qu'ils sont. C'est pas ça. On n'est pas venu à La Châtre pour ça. On n'était pas venu au Cousa pour les gens. Puis on n'était pas venu à Lacou non plus pour les gens. Pour ou contre les bruits qu'ils pouvaient faire, ou les bêtises qu'ils pouvaient dire. Les saletés aussi qu'ils pouvaient faire. Ah oui. Ici, ça sera pareil. Ici, ils se connaissent tous. L'arrivée de quelqu'un comme nous, des étrangers, ni jeunes ni vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des quoi? Ça a dû être long, pas facile dans leur tête. Ils ne sont pas accueillants. Les gens de La Châtre ne sont pas des gens aimants. C'est à qui tiendra une partie de La Châtre. C'est à qui tiendra une partie de la maison ou de la rue. C'est au fond à qui écrasera l'autre. Il y a beaucoup de mépris dans La Châtre. Et Cécile sentait ça. Elle sentait le mépris, elle sentait la menace. Elle me disait, si ça devait revenir, il m'arrêterait. Personne ne me cacherait. C'est assez souvent l'appareil de mesure que Cécile utilise. Il y en a un autre d'appareil de mesure. Si c'est ça, c'est pas la peine de continuer. Alors j'essayais de bloquer, de freiner. C'est pas aisé de freiner. D'autant que je partageais un peu ce qu'elle disait. Cécile dormait si profondément. Moi, j'étais si profondément réveillé. J'étais déjà tant agité. J'avais fait revenir mon rêve plusieurs fois. Je le fignolais. Je me disais, c'est un peu comme ça la vie. La falaise, c'est la naissance. La chute, c'est la vie. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va atteindre. On file, on file, on file. On n'arrête pas de descendre. D'autres diront, on n'arrête pas de monter. Ça ne change pas grand-chose. On s'approche de l'océan, mais l'océan recule. On a tout fait pour que ça aille assez vite, pour bien rentrer dans l'eau, que ça soit comme un grand arbre sans branches, et qui, dans le fond de l'eau, ira se planter, se ficher. Mais on n'atteint jamais l'eau. On ne l'atteint que quand on vous pousse 2 coups de pied dans le dos. Là, on arrive dans l'eau. Enfin, vers 5 heures, Cécile a commencé à bouger. J'ose pas dire à ce moment-là, tu es réveillé. Mon père, il avait cette habitude qui mettait ma mère tout à fait en colère. Il se réveillait quelquefois avant elle. Il ne supportait certainement pas d'être réveillé puis qu'elle dorme.
Certainement pas. Ben, l'insomniaque, c'était ma mère. Mais lui, se réveillant à 3 heures du matin, il fallait que tout le monde soit réveillé. Alors il avait des grandes manies, dont l'une était d'avoir toujours à portée de la main un boîtier électrique avec des piles énormes qu'il mettait dedans. Et la projection du rayon était d'une puissance surprenante. C'était les boîtiers que l'on donnait aux gardiens d'usine pour faire leur rond de la nuit et éclairer très haut loin dans les ateliers. Il avait volé ça. Et bien ce boîtier qui était sur sa table de nuit, dont il ne se servait que très rarement, lui arrivait de croire qu'il entendait des rats dans le couloir des caves, le couloir qui répartissait les caves. Il se levait, il prenait sa lampe électrique, il disait « je vais voir s'il y a des rats ». Il ouvrait la porte tout doucement, puis hop, il balançait un coup de rayon électrique. Il cherchait, il s'acharnait. C'était un peu comme un cinéma qu'il faisait, lui qui y allait jamais, c'était un bon acteur. Mais quand il ne dormait pas et qu'il n'entendait pas les rats, il donnait un coup de lampe électrique dans la tête de ma mère, sur le visage de ma mère, dans les yeux de ma mère. Et il lui disait « Tu dors, Nénette ?» La lampe électrique plus la voix de mon père, ça réveillait Nénette. Et Nénette, elle disait « Mais oui, je dormais, arrête avec ta lampe, bon sang !» « Tu dors ?» Il insistait, toujours avec la lampe bien braquée sur les yeux. Alors elle se redressait. Moi aussi, ça me réveillait. Alors il éteignait sa lampe. Et elle lui disait « Oh, tu peux allumer maintenant, il n'y a pas encore d'électricité. Tu peux la rallumer si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu des rats? » Non, je me demandais si tu dormais. Bah, t'avais qu'à écouter. T'aurais bien vu que je dormais. Maintenant, c'est fini. La nuit est finie. Quelle heure il est? Alors il disait l'heure. Il faisait comme moi. Il mentait. Quand il était 4 heures, il disait qu'il en était 5. Seulement, ma mère, elle le croyait, puis elle se levait. Du coup, elle se levait à 4 heures au lieu de s'être levée à 4h30 ou à 5h moins le quart. Elle avait encore perdu 3/4 d'heure de repos. Elle se rendait compte qu'on déjà levé, commençait à se préparer, elle voyait le réveil. Et elle disait « Mais c'est pas l'heure que t'as dit, il est même pas encore 5 heures. » Ah, mon père disait que le réveil il s'était mis à avancer d'un coup, qu'il était églingué, qu'il allait falloir en changer. C'était chaque fois la même chose. Il changeait pas de disque, c'était toujours le même disque. Quelquefois, ça faisait rire ma mère. Rarement. J'ai un peu pris ça à mon père. 5h15, Cécile commence à sortir de son sommeil. Elle est toujours dans le sommeil, mais c'est l'envers du grand plongeon. Elle émerge. Elle sort de l'eau. Et à 5h30, puisque je bouge, je respire profondément. Oh, puis je baille. Alors elle me dit tout bas, elle, tu dors? Non, ça fait des heures que je suis réveillé. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Mais non, tu dormais tellement bien. Et il est quelle heure? Bon, il est 6 heures. Oh, bah alors ça va. C'est après qu'elle va regarder la montre. Elle va dire, il n'est pas 6 heures, il n'était pas 6 heures quand tu l'as dit. Il n'est que 5h30 maintenant. La même chose, je dis, oui, mais ta montre, elle est détraquée. Elle avance maintenant. Quelquefois, on parle. Quelquefois, elle me dit, ça n'allait pas, tu t'es réveillé, puis tu avais des idées. Ouais. Quelles idées? Je ne peux pas dire. Quelquefois, c'est faux. Il n'y avait pas d'idée, il n'y avait rien, il y avait insomnie. J'ai besoin de dire que ça n'allait pas. Quelquefois, j'invente que ça n'allait pas. C'est rare, mais ça arrive. Et je me mets à croire que ça n'allait pas. Et quand je me lève, ça va vraiment pas. Mais plus souvent, si je dis, je sais pas ce que j'avais, mais j'étais pas bien. C'est vrai, j'étais pas bien. Là, c'était pas le rêve qui m'avait fait ça.
c'était la neige. C'était la neige et d'avoir pensé à la chatte. J'ai rêvé, si l'on peut dire comme ça. Mais je ne l'ai pas rêvé, je l'ai imaginé. J'aurais d'un seul coup une grande capacité à écrire un roman. Oui. J'aurais écrit un roman sur la châtre. J'aurais fait une peinture la plus objective possible de la saleté de cette ville. Oui. J'aurais mis les vrais noms des gens que je connais, à qui je parle pas, ou seulement je dis bonjour, je voudrais 1 kilo de pommes de terre. J'aurais mis leurs doigts, les doigts comme ils sont faits, les bouches qui disent bonjour quand on arrive, et si c'est seulement 1 kilo de pommes de terre, la grimace quand on repart. Ceux qui vous accompagnent parce que vous avez acheté une paire de pompes, ceux qui ne vous accompagnent pas si c'était seulement une paire de lacets. Les chuchotements, la ville des ragots. J'aurais aimé faire un roman comme ça. Oui, j'aurais fait rentrer dedans une intrigue policière, avec un viol. Une fois j'avais fait un rêve un peu bête, mais un rêve. J'étais devenu l'ordonnateur de... peut-être le commandeur. En tous les cas, toutes les femmes étaient sur la place, le cul à l'air, à genoux, tendant leurs fesses, et moi je les passais en revue, et je donnais des grands coups de pied dedans. La honte d'en arriver à penser que ça. Que des habitants de petites cités, belles en soi, la chatte c'est beau, soient arrivés à se liquéfier dans cette situation. Qu'il y ait un clan, alors là c'est le clan du commandeur, avec ses sbires autour, qui soit arrivé à faire ce qu'il veut. On a frôlé le droit de cuissage. Cécile est tout à fait réveillée. Tu pensais à quoi? Oh, je pourrais te dire que j'ai rêvé, ça servirait à rien. C'était un peu Lacou, c'était un peu le Maroc. Grand plateau, grande falaise, l'océan dans le bas. Oh, tu me l'as déjà dit. Non, c'est la première fois que je rêve ça. Non, mais tu m'as déjà dit qu'il y avait une grande falaise au Maroc. Ça, c'est vrai. Eh bien, c'était peut-être alors au Maroc. Toi, tu me cherchais, tu me trouvais. Au dernier moment, tu ne pouvais plus approcher parce que j'étais au bord de la falaise. Peut-être que tu avais peur que t'approchant, je glisse et je tombe. Cette idée de rêve, de se déshabiller au bord même de la falaise, à 1 millimètre du vide, comme un équilibriste. Je me suis déshabillé, je me suis mis tout nu, je t'ai regardé, et hop, j'ai sauté, j'ai plongé. Un immense plongeon. Et Cécile m'a dit, quand t'es arrivé en bas, je suis jamais arrivé à l'eau. Jamais. Je suis encore en train de glisser. Oui, de plonger. D'un plongeon qui va durer jusqu'au bout maintenant. Je crois que j'oublierai pas ce rêve. Ça me représente bien, je trouve. J'ai pas envie de savoir pourquoi j'ai fait ça. C'est parce que tu es trop exigeant, me dit-elle. Exigeant quoi? Oh, on va pas commencer à 6h du matin. Oh ben si tu veux. Dis-moi en quoi je suis trop exigeant. Je suis pas sûr d'être ça. Peut-être que tu te trompes. Oh ben tu dis bien que moi aussi je suis exigeante. Oui, mais trop. Je ne crois pas. J'attends beaucoup de moi, oui, c'est... Ben, ton rêve, c'est ça. Mais c'est le plongeon sans fin, le fait de ne pas arriver, c'est parce qu'on est trop exigeant. D'une certaine manière, je trouve. Tu t'es jeté, tu as peut-être été un peu présomptueux dans ta puissance de saut. Tu n'as peut-être pas mesuré l'immense distance qu'il y avait, parce que peut-être que du bord de ta falaise, et on s'était mis à parler du rêve
comme si la veille on avait vécu cette expérience. Le rêve de ma nuit, mon rêve, devenait une réalité dans la bouche de Cécile, prenait réalité dans mes yeux, dans ma tête, en l'entendant, et moi en lui répondant. Et on ne touchait pas au rêve, on ne façonnait pas le rêve. Mais on le tournait, on le poussait un peu, on mettait des mots en dessous,